Ok, donc bonjour à tous. Bienvenue au wagon. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Daniel Guyon, donc CEO cofondateur de Capitaine Train. Enchanté, je m'appelle Emeric, je suis étudiant au batch 30 du wagon. Bonsoir. Pendant 30-45 minutes, on va faire des questions. Si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas, vous pouvez intervenir à tout moment. Déjà pour commencer, peut-être que vous pouvez vous présenter et expliquer en quelques mots ce qu'est Capitaine Train. Alors je vais essayer de résumer mon parcours. Comme je ne sais pas trop en fait à quoi vous vous attendez, on passera par les questions pour répondre à vos questions du coup. Alors moi j'ai une formation d'ingénieur en architecture des systèmes d'information que j'ai fait à l'INSA Rouen. Je sais qu'on s'en fout des diplômes et tout, mais c'est juste pour vous dire que je suis un codeur donc à la base. Alors c'est une formation qui va en gros du capteur jusqu'au traitement de l'information. Moi je me suis plutôt axé sur le côté traitement de l'information et donc software. Et j'ai commencé ma vie professionnelle en étant développeur sur technologie Macintosh en 2005. J'ai créé la première et seule application Macintosh de la SNCF dans mon stage. N'y voyez aucun lien avec ce que j'ai fait derrière, mais c'est juste le hasard. Et c'était sympa parce que si vous avez lu Peter Thiel et ses théories sur les monopoles, il faut toujours essayer d'aller non pas là où il y a de la concurrence, mais là où il y a des monopoles. Mais là, j'étais en quasi monopole sur la France, puisqu'on devait être une dizaine de développeurs Mac à l'époque, puisqu'il n'y avait pas d'iPhone, le Mac était un peu... Voilà. Donc c'est assez sympa d'aller ce genre de techno que personne ne connaît, et avec plein de clients. Et ça m'a amené donc à travailler dans une boîte, puis à être freelance. Et puis un de mes clients m'a recruté en tant que responsable technique. Et ce client, c'était Wizgo. Et maintenant, vous en souvenez sûrement plus, mais ça date de 2007-2008. Et en fait, on a créé ce que vous connaissez sous le nom Molotov aujourd'hui, ou les équivalents de Catch-Up TV des différentes chaînes de télé. Et ben en fait, on l'avait créé en 2007. Alors, j'étais pas fondateur, j'étais le responsable technique de cette aventure, et ça a super bien marché. Et c'était vraiment mon premier contact avec l'écosystème startup, parce que moi, j'étais pas du tout dans ce monde-là, même si j'étais dans la création d'entreprise, j'étais entrepreneur, et je connaissais pas ce monde un petit peu spécifique des startups. À l'époque, on en parlait aussi beaucoup moins en France. Et donc, ces deux fondateurs qui ont levé de l'argent auprès d'Innovacom à l'époque. Et puis voilà, ils se sont lancés là-dedans, alors là vraiment avec beaucoup de courage, parce que c'était juridiquement, ils avaient tous les feux rouges. Et puis d'ailleurs, ils sont allés dans le mur, puisque ils se sont fait attaquer par toutes les chaînes de télé. Et en quelques semaines, c'était plié. Du coup, on s'est retrouvé en fin 2008 sans mission, sans rien, sans boîte. Et avec l'équipe que j'avais créée, en fait, avec deux des personnes de cette équipe, je suis reparti sur un nouveau projet. On a regardé un peu les projets voilà, comme tout le monde, quoi. Le temps de midi, on réinvente le monde. Et puis, on est allé sur quelques projets. Un de ces projets, c'était de réinventer. On était très, très peu satisfait, juste pour le dire très poliment, par la qualité de voyage SNCF à l'époque. C'était une époque où il y avait des jours de panne, enfin c'était un peu complexe comme période pour eux. Et il y avait des groupes Facebook qui appelaient à la mort des créateurs du site, enfin c'était hyper violent. Et en face, une réaction de la SNCF qui n'était pas forcément très bonne, enfin de voyage SNCF qui n'était pas forcément très bonne, en disant de toute façon les internautes acceptent une mauvaise qualité de service. Ces trois jeunes là qui achètent sur internet, on s'en fout un peu. Et du coup, ils sont passés directement au top 1 de notre liste. Et donc, on a commencé à faire des petits protos, des petits trucs. Et puis, en février 2009, en fait, le marché s'est ouvert. Et en fait, on ne savait pas qu'il était fermé, mais il s'est ouvert. Et l'autorité de la concurrence donc, a condamné la SNCF à ouvrir ce marché-là. Et donc, on s'est dit, s'il était fermé, c'est qu'il y a un marché. Et donc, s'il s'ouvre, on peut y aller dessus. Voilà, c'était aussi simple que ça. Et du coup, on a créé à l'époque Capitaine Train, qui s'est transformé en Captain Train. En se disant on va juste fournir une expérience d'achat 100 fois meilleure que voyagesncf.com. Et voilà, et le projet a beaucoup évolué parce que finalement on n'est pas tellement sur cette approche aujourd'hui. Nous, on a une approche beaucoup plus globale, européenne, donc pas seulement française. Et puis on a une approche qui est de dire en fait on est la brique
qui est unique, la brique neutre entre les transporteurs et les clients. Et on est là donc pour les deux. On est là à la fois pour les clients pour leur fournir toute l'offre possible. Donc aujourd'hui, on est les seuls à fournir l'intégralité de l'offre française, mais aussi allemande, italienne, espagnole, et puis un peu partout en Europe. Et on est là aussi pour les transporteurs, pour les aider à remplir leur train tout simplement, parce que c'est un marché qui, pendant des années, on peut dire depuis 1920, quelque chose comme ça, a basculé dans on peut même remonter à 1870 quasiment. C'est un marché qui a basculé dans de l'aménagement du territoire et dans des logiques plus du tout financières. Ce qui fait que c'est un marché qui est plus du tout sain. Et encore aujourd'hui, il est plus sain. Et c'est un marché qui n'obéit pas à des logiques financières. Du coup, en étant cette brique-là, on refait basculer ce marché dans des logiques financières. C'est long, c'est compliqué, mais c'est bon à la fin pour tout le monde, parce qu'à la fin, c'est vos impôts, c'est nos impôts, et il vaut mieux que le marché soit sain. Nous, notre objectif, c'est vraiment de remplir les trains et de faire en sorte d'aider les transporteurs à devenir des entités économiques logiques, saines et si possible, rentables. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui Captain Train. Et donc on s'est fait racheter récemment par notre concurrent, enfin notre équivalent, on n'était pas concurrent, mais notre équivalent britannique qui s'appelle Trainline. Ce concurrent, enfin ce Captain Train anglais a été créé bien avant nous, puisque le marché s'est ouvert dans les années 90 en Grande-Bretagne. Et du coup, ils ont eu tout de suite ce besoin, en fait, face à la multiplicité des offres, d'avoir une offre simple, efficace. Et donc, c'était Virgin Train à l'époque, ça s'est transformé en TheTrainline.com. Et maintenant, c'est Trainline. Et ils sont donc les leaders quasiment monopolistiques du marché britannique. Et ils nous ont racheté en mars, après un an de process. Et donc on est aujourd'hui le seul acteur de cette taille neutre en Europe. Alors, merci beaucoup. Alors, vu qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de gens qui voudraient montrer leur entreprise ici, je pense, dans la salle, peut-être revenir sur le tout début. Donc, vous parliez de plusieurs idées, de se dire, ouais, il y a un marché, etc. Qu'est-ce qui vous a fait? C'est peut-être pas l'idée, je sais pas, de monter la billetterie de train, c'est peut-être pas l'idée qui était peut-être la plus sexy de l'époque. Qu'est-ce qui vous a fait la mettre en premier et vu toutes les barrières que vous avez déjà commencé à les évoquer et vous dire qu'on va le faire, on se met vraiment dessus? Alors, je pense que... Alors, j'essaie de me remettre dans notre schéma de pensée de l'époque, mais je pense que le côté pas sexy nous a attirés. Parce que si c'est pas sexy, ça veut dire que d'autres vont pas y aller. Donc aujourd'hui, si je veux être sexy, par exemple, je fais du fooding ou un truc comme ça, ou de la livraison, c'est typiquement le genre de marché où j'irai jamais. Parce que je me dis, il y a trop de concurrents, il y a trop de choses, il y a trop d'activités. Les gens sont vraiment mentalement dans cette topic-là, donc ils oublient un certain nombre d'autres trucs. Moi, je préfère aller sur les autres choses. Après, j'aime bien revenir tout le temps aux besoins humains élémentaires. Et un des besoins humains élémentaires, c'est c'est manger, etc. Mais c'est aussi de plus en plus se transporter. Et donc, je pense que c'est globalement toute l'économie du transport est en train d'être un peu transformée en ce moment. Et donc on apporte notre brique sur le ferroviaire et l'autobus aussi, enfin l'autocar. Voilà, donc c'est pour ça que cette idée, elle n'est pas sexy parce qu'elle est hyper technique, c'est des marchés hyper compliqués, grosses barrières à l'entrée, etc. Donc c'est ça qui nous a attirés, je pense. Est-ce que vous intégrez les offres alternatives de la SNCF, Ouibus, Ouigo, etc. Ouais, alors je voulais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'on a créé, en fait, notre plus-value, c'est qu'on a créé, on est les seuls, en fait, déjà à être un acteur neutre dans ce milieu, c'est-à-dire on n'est pas lié à un opérateur et on fait uniquement de la vente ferroviaire. Donc on ne vend pas de voyage, à la différence d'agences de voyage qui vont vendre en plus du train. Nous, on vend que du train et on ne fait pas du tout le métier d'agent de voyage, on ne sait pas ce que c'est. Et nous, ce qu'on a créé, en fait, c'est une sorte de... On s'est dit, tiens, c'est bizarre, en fait, en France, il n'y a pas toute l'offre ferroviaire. À un moment, on a un peu étudié le marché, on s'est dit, mais c'est bizarre, en fait, on n'est pas capable de créer une offre IDTGV plus SNCF. Ben, pourquoi ?
Et en fait, on s'est très vite rendu compte que c'est des transporteurs qui sont dans des silos, qui sont dans des systèmes de réservation différents. Donc si je demande un Paris-Bordeaux, je vais avoir IDTGV et SNCF, mais si je demande un Paris, une ville à côté de Bordeaux, je vais avoir que SNCF, parce que la ville à côté de Bordeaux, le système IDTGV ne le connaît pas. Donc on a créé un système au-dessus qui permet, pour n'importe quel point A et point B, de faire ce qu'on appelle un routing, et donc de se dire, ah bah sur ce segment, il va y avoir 2 transporteurs, sur cette autre-là, il va y en avoir 3, et donc je vais faire toutes les combinaisons possibles en allant interroger les transporteurs, et je vais remonter les solutions et présenter ces solutions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'intégralité de l'offre française, à la fois tous les transporteurs, on est les seuls à l'avoir, mais en plus toutes les combinaisons de transporteurs, ce qui crée beaucoup plus d'offres, et ce qui rend accessible vraiment l'offre à tous les transporteurs. L'élément important là-dedans, c'est pas tant pour les gros, parce que bon, c'est sympa d'aller faire SNCF plus Deutsche Bahn par exemple, et puis de faire un Paris et Berlin. Honnêtement, moi j'ai jamais fait quoi. Il y a quand même rarement des gens qui font ça tous les jours. Là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est quand on commence à s'intéresser à la concurrence, et au marché et donc à sa libéralisation. Et si on veut créer un petit transporteur, donc il y en a des petits. Il y a HKX par exemple en Allemagne que vous ne connaissez pas, c'est Hambourg-Köln Express. Ce petit-là, si je le crée, j'ai 4 trains, je fais 2 allers-retours par jour, personne ne le connaît, quoi. Personne, j'ai pas la force marketing d'aller me battre contre Deutsche Bahn. Et donc c'est là où les systèmes de distribution sont importants pour faire ressortir les petits et les mettre dans une distribution efficace, sans qu'en fait on se soucie vraiment de la marque. À la fin, on prend un train, ah bah tiens, il est moins cher, bah, je vais tenter HKX, quoi. Et on est là aussi pour dynamiser ce marché. Donc aujourd'hui, si un transporteur veut faire Paris-Bruxelles, par exemple, on est complètement capable d'aller lui fournir une force de distribution qui rend tout de suite le projet possible, en fait. Alors qu'avant, c'était littéralement impossible. Alors moi, j'ai une question maintenant, peut-être un peu changée pas vraiment sur l'histoire, mais il y a un truc que je remarque. Donc, je suis utilisateur de Capitaine Train. Moi j'adore, maintenant je repasse plus sur SNCF, et quand on me demande mais pourquoi je devrais télécharger Capitaine Train, on est souvent c'est mieux. Et pourquoi, c'est très dur à expliquer, et je crois que vous avez un taux de rétention assez impressionnant. Et vous, si vous deviez convaincre quelqu'un de télécharger Capitaine Train, ce serait quoi les arguments, les 2-3 arguments choc? J'ai passé ma vie à essayer de convaincre les gens, évidemment, à passer sur Captain Train, les 7 dernières années en tout cas, et c'est compliqué parce qu'on a une approche, en fait, c'est les spécificités du marché, mais on a une approche qui se base beaucoup sur le produit et l'expérience d'achat. Outre le fait qu'on a le meilleur prix, etc., ça tout le monde s'en fout. De toute façon, tout le monde pense qu'il n'y a que SNCF. On a le meilleur prix, on a le meilleur service client, on a les meilleures apps et tout. Mais en fait, à la fin, je pense qu'il y a une grosse différence. Il y a 2 types d'approches d'un marché, quoi. Il y a, j'arrive avec un produit qui est 10 fois meilleur, mais vraiment littéralement 10 fois meilleur, c'est-à-dire Uber, voilà, par rapport à un taxi parisien. Et là, je peux vraiment faire le marketing de ce 10 fois. Nous, on est arrivé avec quelque chose de 2 fois meilleur. Beaucoup mieux sur tous les aspects. Vraiment, on prend chaque point. On est meilleur sur tous les plans. Mais peut-être qu'à la fin, si on fait la somme, c'est 100 fois meilleur, j'en sais rien. Mais si on prend chaque truc individuellement, c'est 2 fois meilleur. Donc, par exemple, on accepte les chèques vacances. On est les seuls à les accepter. On a fait tout un truc de traitement papier et tout. On parle 5 ou 6 langues différentes dans notre support client. On est capable de réagir en moins d'1 heure à n'importe quelle demande. On a évidemment toutes les offres, on a tous les prix. Tout ça, si on additionne, c'est énorme. Mais si on prend chaque truc indépendamment, je ne peux pas convaincre. Ah ouais, mais on prend les chèques vacances. Alors si tu as des chèques vacances, ça va te toucher. Mais honnêtement, il faut que je trouve vraiment le truc qui te touche toi-même. Donc ça, c'est une grande leçon de marketing finalement qu'on a reçue en faisant ça. C'est qu'aujourd'hui, je n'essaie même plus. Alors, par exemple, il y a des pays où ça marche. Les pays en Italie, par exemple, on est vraiment les moins chers. On est capable il y a de la grosse concurrence et tout, donc on est capable de dire c'est juste moins cher, donc vas-y. Mais en France, on dit juste essaye. Essaye, juste essaye. Voilà. Et prends ton app, tu forces à la télécharger. La prochaine fois que tu as envie d'un train, tu essayes ça. Et après, la rétention est de 95%, donc on sait qu'on n'a pas perdu. Une fois qu'il y a eu un achat, c'est fini. Mais juste essaye. Voilà. Okay. Et c'est un peu, toute proportion gardée, on compare ça pas mal
au Macintosh, pas à l'iPhone, mais vraiment au Macintosh. C'est-à-dire qu'on peut passer 10 ans à convaincre un de ses potes ou une de ses amis à passer sur un Mac parce que c'est dur, c'est plus simple, machin truc. Et en fait, ça marche pas, parce que la simplicité, ça parle à personne, c'est plus beau, m'en fous. Enfin, moi, ça marche, quoi. Mon PC pourri, il marche, voilà. Et je peux faire mes trucs, voilà. Et un jour, on retrouve le pote qui s'est acheté un nouveau Mac parce qu'il devait changer d'ordi. Il dit, ouais, je suis passé dans l'Apple Store, et puis j'ai essayé. En fait, c'est vraiment top, hein. Ouais, mais ça fait 10 ans que je te le dis. Ouais, mais tu m'avais jamais vraiment dit. Et en fait, c'est là où la problématique du marketing, il y a une limite, quoi, c'est l'expérience, quoi. Et du coup, effectivement, l'expérience d'utiliser un Mac, pour certains, ça va faire « Ah putain, pourquoi j'ai jamais essayé ça ?» L'expérience d'utiliser Captain Train, c'est la même chose, rétention 95%. À la fin, finalement, donc du coup, notre marketing en France, c'est essayer. Voilà. C'est intéressant. Pardon de monopoliser les questions. Dans les télécoms, il y a les opérateurs virtuels qui achètent en bloc une grande quantité de minutes. Est-ce qu'il peut y avoir l'équivalent sur le marché des transports ferroviaires? La réponse courte est non. Et la réponse plus longue est non. Parce que on accède systématiquement en temps réel à l'intégralité des prix de tous les transporteurs. Et le temps réel est important puisqu'ils ont des gestions de stock qui ne peuvent que se passer comme ça. C'est un tout petit peu différent dans l'aérien où effectivement on peut acheter, on peut prendre des paris, c'est-à-dire j'achète 20 places sur tous tes Paris Milan pendant 6 mois et je les achète à ce prix-là. Si j'en vends 18, je suis à l'équilibre. Si j'en vends 20, je fais du bénéfice, quoi. Ça se passe dans l'aérien, mais c'est vraiment impossible dans le ferroviaire. Les transporteurs ferroviaires ne fonctionnent pas comme ça. Donc on est toujours en temps réel et on affiche toujours les prix des transporteurs. Et heureusement, parce que mon objectif je prends tout le temps mon bâton de pèlerin pour aller convaincre tout le temps les transporteurs de rester simples, parce que si on arrive dans les complexités tarifaires de l'aérien, j'ai un peu perdu un combat là. Le train, c'est quelque chose de simple. On sait tout ce qu'est un quai, on sait tout ce qu'est un train, on rentre dans le train. Avant, on rentrait dans le train, on payait le billet. On va à une gare, on sait comment ça se passe, quoi. L'aérien, je vais à mon aéroport, 2 heures à l'avance, j'ai des contrôles de sécurité à la con. Après, j'ai du personnel qui comprend rien, je rentre dans mon avion. Alors quand on fait les navettes, c'est à peu près bien, mais quand on utilise un aéroport et un avion 2 fois par an, c'est pas le même process, quoi. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Il y a un check-in, tout ça. Et donc, je pense que la force du train, c'est sa simplicité, et ça doit se jouer aussi pendant l'achat, quoi. Avant l'expérience du train, pendant l'achat, je suis convaincu que plus c'est lisible et plus c'est simple, et plus on attirera du monde du fait de l'accessibilité à ce moyen de transport qui est plus accessible dans les faits qu'un avion, quoi. Alors peut-être pour revenir sur le business model, parce qu'il n'est pas forcément très clair de Capitaine Train. Donc comment Captain Train gagne de l'argent et est-ce que vous avez des chiffres peut-être à nous donner, des sortes de grandeur du marché, de combien vous vendez de tickets par jour? Alors pour le coup, s'il y a eu une chose claire au départ, c'est le business model, puisqu'on est 3 fondateurs qui ne serions pas partis en fait dans une aventure sans business model. Ce qui peut paraître bizarre parce que c'est toujours, je trouverais bien le business model un jour. Nous, c'était pas notre approche et du coup, le business model était très clair. On devient une agence de voyage, donc même si on ne vend pas de voyage, c'est pas grave. On rentre dans un système où il y a une rémunération des agences de voyage quand elles assurent la vente, la distribution pour un transporteur. Et donc, on récupère une partie du billet. C'est quelques pourcents à chaque fois. C'est transparent pour le client puisqu'il ne voit pas, c'est le même prix où qu'il achète, peu importe où il achète son billet. Et du coup, on avait ce business model au jour 0. Et ça, moi, c'est une approche que j'aime beaucoup. J'ai du mal avec d'autres. Voilà, chacun est confortable, chacun est à l'aise avec un type d'entrepreneuriat. Je pense, moi, je ne peux pas partir sans business model clair. Voilà. Et ça simplifie beaucoup de choses parce que c'est vrai que partir avec un business model clair,
limpide, ça évite tout un tas de discussions, bon, déjà par la suite avec des investisseurs et tout, mais même dans le produit, dans la mission. C'est-à-dire que notre mission, c'est pas de vendre des pubs, donc c'est pas de mettre les clients, de confronter les clients à un maximum d'exposition. Donc notre objectif, du coup, ça devient que nos clients sortent le plus vite possible de nos apps et de nos services. C'est comme ça qu'on mesure la qualité. On vend pas de taxi, on vend pas de trucs comme ça, donc il n'y a pas de dark pattern où j'essaye de refiler un truc à la dernière seconde, est-ce que tu veux pas, puis je renvoie un mail une semaine avant le départ, vous êtes sûr, vous voulez pas un hôtel, ça nous enlève tout un tas ça nous a enlevé tout un tas de complexité d'avoir un business model clair. Peut-être pour mettre des chiffres un peu sur les trucs, est-ce que vous avez par exemple, je sais pas, c'est quoi le marché de la billetterie de train en ligne en France, ou même en billetterie de train en France? On compte en Europe, alors je sais pas, en France ça doit être de l'ordre de 10 milliards, en Europe on est à 57 milliards environ, voilà, si on compte pas la Russie. Vous en vendez combien par jour sur Capitaine Train? Nous on est en France à quelques pourcents de part de marché. Ce qui est déjà pas mal, puisque déjà ça commence à devenir des gros volumes. L'année dernière, on a vendu 73 millions et on est à chaque fois sur des croissances de l'ordre de, ça dépend des années, mais toujours entre 170 et 250%. Donc on atteint, là on est même avec l'arrivée de Trendline et pas mal de marketing et de financement en plus, on est sur des pentes encore bien plus hautes. Alors peut-être pour changer un petit peu, on n'a pas souvent des retours sur ça et on voulait vraiment avoir votre avis et vos retours d'expérience vu que vous venez d'être racheté par donc une autre entreprise, donc Trainline. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, peut-être le process, la prise de décision entre vous, combien de temps ça a duré, des choses un peu sur voilà, l'acquisition. Du coup, l'acquisition m'a permis d'échanger avec pas mal de gens qui ont vécu la même chose. Voilà, dans les derniers mois, il y en a quand même eu pas mal. Et en fait, à chaque fois, c'est différent. Donc vraiment, l'expérience que je vais vous raconter, prenez-la juste comme une sorte d'anecdote, mais finalement, je crois qu'à chaque fois, c'est différent. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'était pas du tout vendeurs. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. On venait de lever pas mal d'argent. On était vraiment en grosse croissance, avec un recrutement assez intense. Bref, tous les voyants étaient assez verts, donc aucune raison de vendre, en tout cas pas de pression. Et Trainline est venu nous voir en nous disant bah, « vous faites quoi vous ?» En gros. Voilà. Vous êtes qui en fait? Et en fait, on s'est rendu compte que l'équipe Trainline que nous on connaissait par ailleurs, en fait, avait complètement changé. Ils avaient été rachetés enfin, on se tient au courant quand même. On était un peu au courant de ça, mais ils ont été rachetés par un fonds d'investissement qui s'appelle KKR, qui est un des plus gros fonds d'investissement private equity au monde. Je pense que c'est le deuxième, un truc comme ça, si je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est ça. Et en fait, ils voulaient passer en bourse. Finalement, ils se sont fait racheter, mais on n'avait pas trop eu le détail derrière. En fait, c'est vrai qu'ils avaient changé toute l'équipe. Ils avaient une approche qui n'était pas du tout la même qu'avant. Et ils avaient l'ambition de devenir européens. Enfin, on l'a senti dans nos discussions, quoi. Et il y a deux façons de le faire. Soit on le fait soi-même, soit en gros on achète quelqu'un. Et ce quelqu'un, on était les seuls à être ce quelqu'un, quoi. Donc on n'avait pas trop de pression. Et nous, on était plutôt dans une logique de toute façon, UK, c'est le prochain sur la liste, quoi. Donc on va aller vous faire très mal sur ce marché. Tout ça a fait que Assemblée, voilà, ils sont venus discuter. Et puis un jour, je reçois un mail avec un PDF signé et un chiffre, quoi. Et là, je fais waouh. Vraiment, on s'attendait pas du tout. On avait des discussions, mais on était peut-être naïfs, mais on s'attendait pas du tout à avoir une offre et surtout pas genre un mail sec, boum, allez, regarde ce qu'il y a en pièce jointe et avec un énorme chiffre derrière. Et du coup, bah, on a discuté à peu près 5 secondes avec mon directeur général et on a dit pas assez cher. Et on a dit surtout non, on n'a pas envie de vendre. Non, mais on est bien là, on est en train de progresser, on a notre projet, on a nos milestones, c'est sympa, mais donc on leur dit vraiment c'est sympa, mais non, quoi. Et donc je crois qu'ils ont refait une réunion derrière, ils ont encore voulu nous voir. Et puis un mois après, boum, on reçoit une nouvelle offre, vraiment pareil, quoi. Et là le prix avait, largement augmenté. Et puis ça s'est passé 2-3 fois, à chaque fois on disait non, mais vraiment on n'est pas intéressé, arrêtez de nous emmerder.
Mais vraiment de manière honnête, quoi. Sans calculer le truc derrière. Et à un moment, on arrivait à un moment où l'offre pour les actionnaires était telle que ça n'avait pas de sens de ne pas réfléchir au truc. Donc on a commencé à réfléchir au truc et surtout on a commencé à travailler le projet avec Trendline en disant attendez, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire, quoi? Si on le fait, imaginons qu'on le fasse, on ne peut pas le faire, mais imaginons qu'on le fasse, qu'est-ce que vous voulez faire? Et là on a regardé un peu leurs forces. Déjà c'est une entreprise rentable, c'est une entreprise qui dégage 20 à 30 millions de livres. Alors maintenant on la livre au moins, mais 2 livres d'EBITDA par an, donc c'est pas rien. Donc ils peuvent injecter quand même pas mal d'argent. Ça veut dire qu'on ne fait plus de levée de fonds régulière. On a quelqu'un qui, tous les ans, injecte de l'argent. Leur force, enfin, on s'est retrouvé vraiment dans une situation où leur force correspondait exactement à nos faiblesses et inversement. Et du coup, on s'est dit quand même, ça serait peut-être pas... Alors, nos actionnaires ne nous ont pas du tout poussé, pour info. Enfin, j'ai pas eu de pression des actionnaires pour dire il faut vraiment vendre. Mais on s'est retrouvé dans une situation où tout le monde était content en fait. Enfin, les actionnaires étaient contents évidemment, puisque c'est quand même une des 10 plus grosses opérations françaises des dernières années. Les équipes étaient contentes, les directions étaient contentes, et en fait on s'est dit ouais, en fait ça a du sens. Voilà. Et un peu toutes les étoiles se sont alignées, ou tous les feux se sont mis au vert. On s'est dit bon allez go. Donc on a signé en septembre. Et après, il y a eu tout un travail, je vous passe les détails de financement de leur part. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Et on a vraiment signé le truc final en mars. Okay. Mais donc, vous restez complètement indépendant encore vous restez Capitaine Train, c'est pas Trainline encore? Alors, indépendant, non. Ils nous ont racheté, marque, on est à eux, quoi, d'une certaine façon. Mais après, on travaille sur l'intégration des deux entreprises. C'est comme ça que ça se passe dans une acquisition. Donc, on est en train de travailler à l'intégration, de voir quelles sont les meilleures solutions, de créer des équipes marketing, créer des plans marketing dans chaque pays, structurer chaque pays, avoir des general managers dans chaque pays, enfin ce qu'on avait déjà, mais on met en place vraiment la grosse structure avec plus de moyens. Et voilà, on fait ce travail, quoi. Et puis mélange des cultures aussi, parce que c'est pas forcément évident. Culture de start-up qui a en gros 7 ans, quoi, et une culture de grosse boîte qui vient d'une autre grosse boîte qui a 20 ans. Donc forcément, c'est pas du tout la même culture, donc on travaille pas mal dessus. Après, tout le monde a de bonnes intentions, donc voilà, c'est juste une question de... faut travailler, faut se connaître, faut rencontrer les gens à Londres, faut rencontrer les gens à Paris, faut rencontrer les gens à Édimbourg aussi, puisqu'on a une équipe à Édimbourg. On n'est plus 60, on est 550, comme ça. Voilà. Donc tout ça, on travaille à ça. Okay. Merci. Bonjour, enfin bonsoir. Je me demandais, bon, c'est peut-être un peu naïf, peut-être un peu large comme question, mais je me demandais à quel type de difficultés vous avez été confronté dans le développement de votre startup, que ce soit dans la création de l'architecture, à la levée de fonds, enfin aux plusieurs levées de fonds, et à scaler le business, etc. Et comment vous comment vous les avez surmontés? Non, c'est pas naïf comme question. J'ai deux réponses. Je pense que la grosse erreur qu'on a faite, c'est de penser à un moment qu'on pouvait tout réinventer. Et je pense que ça, c'est un peu le trop-plein d'énergie ou d'ambition, ou de je sais pas quoi, ou d'inexpérience entrepreneuriale. C'est de se dire, je vais tout réinventer. Mais moi, je vais pas que réinventer le train, quoi. Je vais réinventer absolument la façon dont on travaille, les RH, comment on travaille avec un comptable, comment on travaille... voilà. Et on est allé très très loin là-dedans. Et j'ai l'impression que c'est une sorte de chose naturelle pour l'humain, surtout créatif, de se dire, tant qu'à faire, je repars de zéro. Et je pense que ça, c'est une énorme erreur. Je pense qu'il faut il faut toujours se concentrer sur réinventer un truc, ça c'est sûr, enfin innover, mais vraiment sur le truc où on va apporter de la valeur. Alors on peut apporter des petites améliorations à d'autres choses, mais je pense qu'il faut vraiment se concentrer uniquement sur là où on apporte de la valeur et concentrer son temps là-dessus. Parce que réinventer la façon dont on travaille, honnêtement, ça prend du temps. Et en fait, il faut aller prendre les best practices un peu partout.
C'est quoi un bon comptable? C'est quoi, comment on structure des RH? Qu'est-ce que c'est du management? Comment on recrute? Donc on a apporté des petites améliorations dans tout, hein, mais à un moment on s'est dit ok, il faut qu'on arrête de réinventer la roue. Il y a des bonnes chances que d'autres aient créé des entreprises avant et donc ils se soient posé les mêmes questions, et donc s'ils en sont arrivés à là, c'est peut-être qu'ils ont réfléchi au truc. Je ne sais pas si je suis clair, mais je pense qu'il faut vraiment, quand on crée une boîte, se dire sur quoi je vais mettre mon énergie et sur quoi je vais absolument pas mettre d'énergie, et je vais juste prendre la meilleure pratique qui existe. Peut-être qu'elle sera pas optimum, mais au moins je passe pas de temps dessus. Et donc, j'utilise mon temps, je vais plus vite tout simplement. Donc ça c'est important. Et après sur parler des investisseurs à un moment. Donc, ouais, donc dans les levées de fonds, nous on s'est retrouvés dans un cas on s'est retrouvé dans ce qu'on appelle la théorie du Black Swan, donc le cygne noir. Donc en gros, tous les fonds nous ont refusé. Absolument l'intégralité des fonds français nous ont dit non. On est arrivé à convaincre Index Ventures, donc qui est un fonds suisse et anglais et américain. Et eux, ça s'est super bien passé. Voilà, donc ils ont vraiment fait confiance. Ils nous ont dit oui super rapidement, mais on était passé par des mois de non en fait. Et on a eu vraiment à l'arrache le truc, quoi. Il ne nous restait plus d'argent dans les caisses. On a vraiment été dernier moment. Voilà. Deuxième levée de fonds, on avait déjà des investisseurs, mais pareil en fait. C'est-à-dire que vraiment, on s'est retrouvé au dernier moment. Mais on n'a plus de sous dans les caisses. Pourtant, est-ce que les gens croient en nous ou quoi? Bon, bref, on est quand même arrivé à reconvaincre nos investisseurs de dire allez-y, réinvestissez, et ils l'ont fait. Troisième levée de fonds, pareil en fait. On dit, Captain Train commençait à être un peu connu, on avait une sorte de réputation et tout, mais peu importe, les fonds quand même se disaient non mais marge trop faible, volume à faire trop important, l'aspect techno j'y crois pas du tout. Alors finalement c'est ça qui a fait notre valeur. Et pareil à l'arrache, bon, évidemment on a toujours fait croire au fond qu'on avait 10 000 solutions, mais on n'avait qu'une quoi. Et donc ça c'est vraiment la théorie du Black Swan, c'est-à-dire que il n'y a pas tout le monde nous refuse, il y en a un qui accepte peut-être par pitié, j'en sais rien. Et finalement c'est ça qui fait, c'est là où il n'y a pas d'unanimité finalement, où on fait les plus grosses plus-values derrière, économiques, hein, on parle vraiment d'investisseurs, parce que ce qui est consensuel n'est pas forcément beaucoup de valeur. Ce qui va à l'envers de beaucoup de schémas intellectuels ou de pensée, finalement, derrière, si ça marche, crée beaucoup de valeur. Donc c'est ça la théorie de Black Swan, et c'est pour ça que ça c'est vrai que c'est compliqué à gérer en termes de stress, quoi. Bonjour. Bonjour. J'ai 2 questions sur le rachat et les conséquences du rachat. Du coup, ma première question, c'est sur les évolutions produits, notamment. Enfin, je pense que tous les utilisateurs de Captain Train ont vu suite au rachat. Enfin, je ne sais pas si c'est suite à cause du rachat, mais les évolutions de la homepage, notamment le fait qu'il n'y ait pas forcément besoin de créer de compte aujourd'hui, et peut-être quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais aussi sur l'identité visuelle qui a aussi changé, qui est beaucoup plus corporate aujourd'hui que ce qu'elle pouvait être avant. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà prévu à la base, ou c'est quelque chose qui a été plutôt imposé suite au rachat? Et la deuxième question, c'est qui dit rachat dit aussi période d'instabilité. Donc, enfin, on est quand même sur une entreprise où vous avez une question de rétention aussi de talent, que ce soit les développeurs, enfin, pour parler du métier le plus courant, on va dire. Comment vous avez travaillé avec vos équipes? Comment vous avez préparé vos équipes justement pour éviter ça? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez vraiment à l'éviter? Parce que c'est légitime aussi qu'il y ait des personnes en interne qui peuvent décider de partir à ce moment-là. Alors, je vais répondre rapidement sur l'identité visuelle et sur le travail qui a été fait dans les derniers mois. En gros, quelques détails près, tout ce qui a été sorti dans les derniers mois était notre roadmap. Et en fait, on a déroulé la roadmap, et ça correspondait à ce qu'eux voulaient faire aussi, mais sans que... Il n'y a pas le temps, quelques mois, enfin tout ce qui est lancé, c'est lancé quoi. Et donc on finit les devs,
éventuellement, le futur de la roadmap sera beaucoup plus teinté en tout cas, sera plus des décisions communes, mais tout ce qui a été fait jusqu'à présent, à peu près, c'est la roadmap qui a été décidée. Voilà, on ne s'est pas dit on arrête la roadmap, on réfléchit à tout. Non, on a continué et ça se fait doucement, quoi. Sur l'identité corporate, c'est pareil. Je ne veux pas rentrer dans le débat marketing parce que je ne suis pas un marketeur et que ce n'est pas du tout mon expertise. La question, c'est quel public on adresse, à quel public on s'adresse, pardon, et on s'est beaucoup adressé à nous pendant beaucoup de temps, aux assets du design, en gros, aux esthètes du design, j'en sais rien, mais on avait une interface très sobre, très sans couleur, sans rien. Donc ça correspondait vraiment à nous. Puis après, on s'est ouvert au fur et à mesure, on a changé d'identité, puis on s'est adressé à des niches un peu plus grosses, et on était toujours un peu dans la niche du geek parisien. Voilà, c'est un peu schématique, mais c'est un peu ça. Alors que le train, c'est pas ça. Le train, c'est un produit grand public, c'est un produit que ma grand-mère peut utiliser, c'est un produit dans lequel qui touche vraiment toutes les couches sociales. Et donc, c'est notre réflexion, enfin, ma réflexion de pas du tout expert en marketing, c'était il faut s'ouvrir à d'autres publics et pas qu'à nous. Il faut se forcer un peu. Et donc, c'est vrai que du coup, notre identité a changé au sens visuel, mais notre identité de ton, par contre, n'a pas du tout changé. Et on en est très, très fiers. Et ça, par contre, on pense que ça s'adresse à tous les publics, d'avoir un ton très, très humain. On est très, très... on est très sensible à cette question d'humanité, parce que c'est une boîte qui est fondée par 3 ingénieurs à la base. C'est une boîte qui a encore la moitié de son effectif de développeurs, beaucoup de geeks, beaucoup de technologies et des gens qui, globalement, pensent qu'ils peuvent, avec la technologie, résoudre beaucoup de choses. Mais on pense qu'avec... C'est vrai, mais on pense qu'avec la technologie, plus on met de technologie, plus on met de robots, plus il faut contrebalancer avec de l'humain. Et ça, c'est très très fort au niveau de la rétention, évidemment, puis au niveau de même purement marketing ou du commerce, quoi. C'est-à-dire que le commerce, c'est une relation d'humain à humain à la base. Et ce lien que vous créez avec votre coiffeur ou je sais pas, votre postière, dans votre petit village, à Paris c'est un peu plus dur, mais ce lien, plus vous allez le travailler, et plus il va être impossible à couper. Et même si votre coiffeur vous dit c'est pas forcément le meilleur coiffeur du monde, vous continuez à y aller parce que c'est l'ami de la famille, parce que je sais pas quoi. Et je suis sincèrement convaincu de cette idée-là. Si on revient à la base du commerce, c'est une relation d'humain. Et on peut mettre tous les robots qu'on veut, et c'est ce qu'on fait. Il faut mettre le maximum d'humain. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec Captain Train, c'est-à-dire de proposer des solutions hyper technologiques et de mettre la technologie aussi au service de notre support client. On a des développeurs qui sont dédiés à ça. On force l'intégralité de notre équipe à faire du support client pour se rendre compte des problèmes. Et voilà. C'est sûr que mettez un développeur face à une interface de support client, littéralement au bout d'une demi-heure, au bout de 2 mails répondus, il va dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde, c'est pas du tout productif. Ah bah oui, ça fait 1 mois que je dis que je suis pas beaucoup productif et qu'on peut améliorer les choses. Bon ok, laisse-moi faire, je t'améliore des choses. Et donc on met vraiment cette technologie au service de ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est capable de gérer, on a quasiment 1,8 million d'utilisateurs aujourd'hui, et je ne veux pas me tromper, mais 15 ou 16 personnes au support client. Donc le ratio en fait il est énorme, 15 ou 16 personnes qui sont capables de gérer 5 langues. Donc déjà on est voilà, et on répond globalement de 7-8 heures du matin à 23 heures, donc on a des shifts. Donc ces personnes-là en plus font des shifts, donc c'est des personnes qui sont vraiment ultra productives, quoi, grâce à l'outillage qu'on a mis derrière. Et ça, on croit vraiment fondamentalement à ça. Et du coup, on est capable d'avoir du support client en France, mélangé dans nos équipes, et qui travaillent sans script.
Ils n'ont pas besoin de ça parce qu'on met toute la technologie à leur disposition et peuvent vraiment se concentrer sur cette relation humaine. Et ça vraiment, on ne veut pas le changer. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Trainline nous a acheté, c'est qu'on est capable de faire ça et que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Tu avais une autre question derrière, non ? Pardon. Ouais, c'était sur le problématique de la rétention, comment vous avez Des rétentions préparé vos équipes, de l'équipe. Alors, on est arrivé, je pense qu'il y a 2 choses qui se passent. On a effectivement ce rachat qui chamboule les choses, évidemment. Et ça serait mentir de dire... quelqu'un qui dirait non, ça me changerait à ma vie, mentirait, quoi. Évidemment, ça change la vie, mais de part et d'autre, d'ailleurs. Et donc, il y a les gens qui adhèrent et les gens qui adhèrent pas. Nous, c'est pas si grave dans le sens où tant qu'on est transparent. Voilà, on essaie vraiment, vraiment, vraiment d'avoir le maximum de transparence avec les équipes et de dire voilà, le projet c'est ça. Voilà, après, vous adhérez pas. C'est chiant si vous adhérez pas, mais désolé, c'est ça le projet, quoi. Et on va pas faire au cas par cas, essayer de dire non, la mission, l'équipe pour nous est beaucoup plus importante que l'individu. Et donc voilà, ça c'est une chose. Et puis on arrive aussi à un cycle où nos premiers développeurs, on les a engagés il y a 5 ans. Et donc c'est normal qu'on arrive dans des cycles de je déménage, j'ai un enfant, je veux juste voir autre chose, je veux me réinventer, je veux changer de métier. Parfois on est capable d'accompagner, parfois pas. Voilà. Et donc c'est la vie. Voilà. Globalement, on a très peu de... Voilà. On est peu confronté à ça. On a eu vraiment peur, mais on est peu confronté à ça. Suite au PDF signé reçu, à qui va l'argent ? Première question. Et quel est devenu votre rôle dans le rachat ? Alors, à qui va l'argent ? Tout dans ma poche. C'est cool. Non, c'est simple, il y a un capital et donc cet argent est divisé en fonction de la répartition du capital. 2 choses par rapport à ça, c'est un deal argent cash qu'on appelle cash plus action. Donc on a des actions du nouveau groupe, on représente une grosse partie même une partie. On est le 2e actionnaire, c'est-à-dire Captain Train est le 2e actionnaire de Trainline. Après c'est réparti, le cash est réparti en fonction de c'est à 30%, t'as 30% du cash. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sachant qu'on est arrivé à des valorisations tellement importantes que tous les mécanismes je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ça, mais les mécanismes qui essayent de mettre les investisseurs pour gratter un peu, ont sauté, quoi. Et ensuite, ce dont on est très fier, c'est qu'on avait intégré l'intégralité de nos employés au capital et qu'ils étaient tous détenteurs de BSPCE, pour certains, de grosses parts de BSPCE. Donc on a vraiment littéralement reversé des millions d'euros à nos employés, à l'équipe, et on en est vraiment, vraiment super fiers. Chose à laquelle, en fait, c'est devenu concret pour eux vraiment à la dernière minute, parce qu'on a toujours dit, on a 2 politiques de rémunération, donc le cash évidemment mensuel et puis ces actions. Et on a toujours essayé d'expliquer, mais c'est hyper théorique, quoi. Ouais, j'ai un bon de souscription de je sais pas quoi, je sais même pas ce que c'est. Puis au bout de 2 mois, j'ai oublié. Voilà, rappelle-moi ce que c'est déjà ces trucs, comment ça marche. Donc tu es toujours en train de réexpliquer le mécanisme. Et ce qui s'est passé, c'est que effectivement, il n'y avait pas grand monde qui avait compris le mécanisme. Et après, on a dit, en fait, ça donne ça en argent, ça donne ça aussi en impôts. Et on fait ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Et effectivement alors les derniers arrivés pour des questions légales, on ne pouvait pas les intégrer, mais parce que si on connaît le prix de rachat, on peut pas. Enfin, c'est un délit d'initié, quoi. On ne peut pas donner des actions si on sait qu'on va se faire racheter. Mais on a vraiment donné des millions d'euros à toute l'équipe et ça c'est top. Mais vraiment, beaucoup de millions d'euros. Allez-y, posez-la. Ok, juste, quel est devenu votre statut depuis le rachat ? Mon statut, je me focalise beaucoup sur la stratégie et tout ce qui est relations publiques, globalement, et sur la mission. C'est vrai que finalement, c'est un peu les missions d'un CEO, quoi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la vie de l'entreprise, j'ai pris tous les jobs, vraiment l'intégralité des jobs.
Je les ai tous faits, d'une part parce que soit c'était mon vrai job, soit parce que je voulais vraiment découvrir ce que c'était avant de pouvoir embaucher des gens. Et donc j'ai vraiment littéralement fait l'intégralité des jobs de l'entreprise. Et au fur et à mesure, mon rôle, c'est de me virer de ces jobs, quoi. C'est de trouver des gens beaucoup plus experts que moi sur ces métiers et donc de me virer du poste à un moment ou à un autre, de me dire ok, il y a quelqu'un maintenant qui prend en charge. Et c'est un peu la vie de la direction ou du CEO encore plus, j'ai l'impression, parce que et à un moment, quand on arrive à des situations un peu stables, le CEO, le rôle du CEO pour moi c'est ça, quoi. C'est vraiment réfléchir à la stratégie. Beaucoup d'aspects RH quand même, mais en fait la mission, quoi. La mission, qu'est-ce que la mission ? Alors, vraiment l'écrire, la décrire, qu'elle soit sur le plan de la mission de l'entreprise, mais aussi notre mission à nous, RH, quoi. Donc ça, j'ai beaucoup travaillé évidemment là-dessus, mais maintenant c'est mon rôle. Et après, je suis la figure de l'entreprise. Je vais face aux caméras et aux médias. Et donc, je fais beaucoup de relations publiques. Je fais aussi beaucoup de relations publiques politiques. Donc, je suis très régulièrement amené à donner mon avis, vaut ce qu'il vaut, mais je donne mon avis à plein de cabinets, voilà, à l'Élysée, parfois je suis invité voilà, dans certains trucs. Et je donne mon avis. Voilà, par exemple, ce matin, c'est pour ça que je suis en costume, j'étais au colloque de l'ARF. Donc l'ARF, c'est l'Association des régions de France. Et comme vous ne le savez pas, les régions donc, ont fusionné, mais les régions surtout sont en train de prendre l'intégralité des responsabilités de transport. Et donc c'est d'une complexité infinie. Et donc la distribution d'un coup apparaît comme un truc à regarder. Et donc je donne notre avis de distributeur parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas en fait. Donc il n'y en a qu'un. Et du coup, enfin distributeur neutre. Et du coup, par exemple, je fais ce genre de choses. Bonsoir. Quelle est la répartition géographique de vos clients sur vos différents marchés? Est-ce qu'ils sont plus citadins des grandes villes ou il y a une autre surprise? Et est-ce qu'il y a une fourchette d'âge où c'est de 7 à 75 ans? La réponse était homme geek urbain, jusqu'à peu près quasiment exclusivité sur les 100 ou 200 000 premiers clients. Donc ça, c'était vraiment très fort. On le voyait fortement, on le voyait dans le support client, on le voyait dans nos stats. Et c'est vrai que ça nous... j'en ai parlé, hein, on s'est dit, tiens, on s'adresse à nous, en fait, finalement. C'est pas si bon que ça. Et au fur et à mesure, on a vu ça s'étendre, parce qu'on a fait travailler là-dessus, tout simplement. Donc sur deux ordres, effectivement, on a le train étant quelque chose qui touche vraiment tout le monde. 10 millions de Français qui passent dans les gares chaque jour, quand même. Donc c'est quand même c'est quand même un truc important. Et ça touche vraiment toutes les couches sociales. Et donc on a quand même... aujourd'hui, on a quasiment une photo à ce détail près que c'est plus urbain que la normale, mais Internet... Enfin, les technologies, smartphones et web sont quand même plus utilisées dans les villes, donc ça calque peut-être plutôt l'usage des technologies que notre capacité à toucher tel ou tel public. Et donc du coup, aujourd'hui, on est beaucoup plus varié, et puis on a aussi cette chose qu'on a découvert. En fait, on a ouvert à deux publics sans faire exprès. Un, les touristes, ça représente 20% de nos ventes. Pourquoi ? Parce qu'un touriste américain, australien, sud-africain ou peu importe n'a aucune idée de ce que veut dire SNCF. Donc en fait, lui, il cherche train en Europe ou train en France ou TVG, un truc comme ça, et il tombe sur des offres. Et nous, comme on a un service en anglais et dans d'autres langues, on a très bons échos sur les différents forums. Et ça a beaucoup fait fonctionner notre réputation. Et aujourd'hui, c'est 20% de nos ventes, donc c'est assez énorme. C'est beaucoup plus... Alors, il n'y a pas de vente, par exemple, en hiver. Donc, la saison part de mars à peu près jusqu'à septembre, octobre. Donc, c'est beaucoup plus saisonnier, mais voilà. Et l'autre chose, c'est qu'on est dans plusieurs pays. Donc, on a
une large partie de Français. On enlève les touristes, on a une large partie de Français, ça a toujours représenté 85-90%, peut-être un peu moins maintenant d'ailleurs. Et après, alors la France a grandi tout doucement, et est en train de vraiment prendre des inclinaisons assez fortes, et les autres pays sont partis après. Donc en fait, ils ont toujours du recul, on n'arrive pas à grandir aussi vite qu'en France. Sauf en Espagne, là où on fait un décollage monstrueux. On l'a ouvert il y a 1 mois et demi, je crois, et on fait un décollage assez fort. Mais dans chaque pays, c'est un peu aléatoire. Ça dépend vraiment de la culture du pays, ça dépend de plein de choses, de notre façon de l'aborder. Mais on commence à avoir un mix européen. Et donc, on ne s'est jamais considéré comme une boîte française, mais là, c'est vraiment le cas. Bonsoir. Déjà, bravo, parce que je vous suis depuis pas mal de temps et voilà, c'est génial. Je pensais que ça allait rester en Europe, mais apparemment non. En Europe. Ah oui. J'ai une question sur l'Union européenne. sur la stratégie par rapport à la concurrence. Aujourd'hui, il y a Google Vol. Enfin, moi, j'utilisais avant les comparateurs de prix, et puis je suis passé à Google Vol. C'est un peu le jour et la nuit. Ils ont révolutionné ça assez incroyablement. Il y a l'espace pour les jambes, le Wi-Fi, le vol retardé de plus de je ne sais pas combien de temps. J'ai peur en fait pour vous, dans le sens où il risque de passer aussi par les trains à un moment donné. Pareil sur Voyage SNCF. Avant c'était vraiment pourri, mais maintenant ils se sont remis en question, et en fait quand on regarde leurs notes, ils sont aussi à 4,5 étoiles sur l'App Store. C'était la première question, c'est comment vous allez faire face à ça. Et la deuxième question, c'est si vous avez déjà testé une ergonomie de machine en gare. J'ai l'impression qu'elle est aussi à réinventer. Est-ce que vous allez aussi proposer peut-être à un certain moment des machines en gare, voilà. Alors, la concurrence de Google, c'est la question qu'on me pose à chaque truc, chaque intervention. La concurrence de Google, moi, j'y crois pas. Je peux faire une longue réponse, mais je pense qu'ils comprennent bien l'avion. Je pense qu'ils sont face à des publics qui comprennent bien l'avion. Et que du coup, ça colle. Et ensuite, derrière, ils n'assurent pas la vente. Il y a une grosse différence entre faire un moteur de recherche et assurer la vente. C'est pour ça que nous, on est assez lent finalement dans la partie moteur de recherche. C'est que derrière, on fait toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que derrière, on peut acheter le billet, évidemment, on peut aussi l'annuler, on peut aussi interroger le support client, on peut l'échanger, on peut envoyer des chèques vacances. Enfin, je veux dire, il y a des milliers de trucs en fait qui sont derrière la recherche. La recherche, c'est un truc. Pourquoi on n'est jamais allé sur le multimodal de la recherche? C'est que c'est quelque chose de très technologique. Avec beaucoup, si on veut faire du multimodal, il faut se connecter à des centaines de sources différentes. C'est très compliqué à gérer. Pour derrière des marges de l'ordre du %. Ce que Google peut se permettre, puisqu'ils vont tout de suite avoir le volume, mais nous, on n'était pas sur cette démarche-là, on était vraiment sur la démarche chaîne de valeur. C'est-à-dire que nous, notre problématique, c'est de régler la verticale train, et on réglera la verticale train que quand on pourra, d'un point A à un point B, partout en Europe, dire, vous avez non seulement une solution, mais en plus, il y a un prix, et vous pouvez l'acheter, et vous pouvez avoir un support client derrière. Parce que derrière, le taux de support client, c'est quand même 10-15%. C'est pas rien. Un taux pas de support client, mais de ce qu'on appelle de la prévente, donc d'échange, de remboursement, puis, ou de support client. Donc en fait, c'est énorme. Et il faut avoir des humains derrière. Donc ça, généralement, c'est pas trop le truc de Google. Et il faut vraiment comment dire, aller vraiment prendre ce challenge commercial, quoi. J'ai l'impression que c'est pas du tout l'ADN de Google. Peut-être que j'aurai faux dans 5 ans, mais même Google avec tous ses moyens, tous ses ingénieurs et tout, j'ai du mal à penser qu'ils iront faire ce côté humain, ce côté commercial, et même on est en avance finalement sur tout ce qui est connexion transporteur, moteur de recherche. Même technologiquement, j'ai pas trop de soucis avec ça, et même s'il y avait un concurrent, moi je suis pour qu'il y ait d'autres Captain Train. Pourquoi? Parce que plus les gens vont prendre du transport en commun, que ce soit Blablacar, que ce soit Uber, que ce soit un taxi, que ce soit peu importe. L'objectif de toute cette industrie du transport, c'est de lutter contre la voiture individuelle qui représente 83% du marché. Donc on peut se dire, c'est Blablacar contre le train contre l'avion, c'est je sais pas quoi.
En réalité, c'est jamais ça. C'est toujours un moyen de transport contre la voiture individuelle qui écrase toutes les autres. Et donc, plus des gens vont prendre des transports et donc vont moins avoir ce réflexe de voiture individuelle et donc vont pas avoir de voiture individuelle, et plus tout le monde sera content dans cette industrie du transport. Voilà. Alors, il y a un truc quand même, c'est qu'on va s'arrêter à 20h30 pile, Donc là, il est... parce que j'ai des contraintes familiales et vous avez tous une contrainte de match. Ouais. Donc voilà. Il est 24, est-ce qu'on prend une dernière question? Il y a une question là, peut-être personne qui n'a pas posé de question. Alors moi j'avais une question qui était un petit peu liée à la précédente, c'est sur les agrégateurs de solutions de voyage comme Opodo et les autres. Quand on book un avion par exemple sur Opodo, après on va chez l'avionneur, souvent on le trouve un peu moins cher. Est-ce que vous n'avez pas peur que les acteurs primaires sur le train finalement arrivent à couper les frais de transaction et soient moins chers chez eux directement plutôt que chez un intermédiaire, chez un middleman comme vous ou comme d'autres? Enfin, je ne sais pas comment se font les marges en fait, je ne sais pas qui est... Ouais, je comprends la question, je ne pense pas que ça serait un réflexe de l'industrie. Tout simplement, les deux industries sont comparables en termes de... On va d'un point A à un point B, mais c'est à peu près tout. Les gros ont... En fait, la différence avec l'aérien, c'est que les gros ont un problème de distribution. Un réel problème de distribution. Et donc, ils ont besoin des distributeurs. Et donc, aller rompre cette relation serait très, très, très compliqué, puisqu'ils sont à la fois dans une démarche de rentabilité. La SNCF, on lui demande des comptes, ça y est. On lui dit, on paye des taxes, on aimerait bien que derrière, ça ne soit pas n'importe quoi. Ils le savent très bien. Ce n'est pas du tout un reproche que je leur fais. Hein. Ils le savent très bien, ils sont très conscients. Et donc, ils ont une démarche de, OK, on va commencer à avoir une logique business, ce qui est très bien. Et dans cette logique business, il y a à faire des ventes. Et du coup, tirer parti de tous les canaux de distribution, c'est plutôt une bonne chose. On n'est pas trop dans la même démarche que l'aérien qui, là, faisait à l'époque des bénéfices assez importants. Et donc, pouvait dire aux distributeurs, allez vous faire voir. Moi, je maîtrise la techno, de toute façon, Internet. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est apparu à un moment, mais ils en sont revenus. Alors que plus personne voulait d'intermédiaire. On disait, ouais, nous, on est assez fort, on va faire la distribution nous-mêmes. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et même des EasyJet sont revenus dans des GDS et tout. Donc, c'est pas il y a un vrai équilibre d'avoir des points de distribution neutres pour faire ce point de jonction entre distributeur et client, entre opérateur et client, je pense. Et ça, j'y crois fondamentalement. Et donc, le ferroviaire fonctionne assez bien sur ce créneau-là. Merci beaucoup, Jean-Daniel. Merci à tous pour vos questions. Puis tout le monde peut vaquer à ses occupations sportives, familiales. Merci. Merci.